Alors, mesdames, messieurs, voici la deuxième session, je ne peux pas dire la deuxième heure, qui est censée nous conduire jusqu'à 7 heures. J'en viens donc plus en détail au contenu de la note B pour prendre une mesure plus exacte donc, de l'importance archéologique de cette intervention de Hamilton. La note B donc, comporte deux parties. La première est consacrée à la distinction entre representative, intuitive or immediate et representative or immediate cognition, with the various significations of the term object, its conjugates and correlatives. Et la deuxième partie, donc, met en application les distinctions qui ont été mises au point dans le paragraphe 1, donc de 804A à 812B, ça fait pas mal, et c'est là que donc, est fournie une réfutation de Reid et de tous les philosophes de type reidien, qui s'appuient donc sur les distinctions mises au point au paragraphe 1. Alors, la première section, ce paragraphe 1, contient une des plus notables mises au point, disons, conceptuelles et lexicographiques du XIXe siècle, concernant le langage théorique de la subjectivité et de l'objectivité, qui est le contrepoint indispensable des vues de Brentano et de Heidegger sur le chiasme du sujet et de l'objet. On peut même se demander si elle n'est pas une source de Brentano, c'est probable, possible en tout cas. La même remarque vaut pour ce qui touche au langage du réel et de la réalité, qui est scruté dans une série de développements, ce qu'il appelle conjugates et correlatives. Alors, qu'est-ce qui est si important du point de vue archéologique dans cette note B? Eh bien, qu'elle articule explicitement ce que j'appelle la ditographie de la représentation et ce que j'appelle le chiasme du sujet et de l'objet. Donc, mes deux thèmes principaux sont corrélés là. Comment? Eh bien, grâce à la distinction que Hamilton introduit, qui lui permet de distinguer les différents sens du mot objet et, ce faisant, de construire pour la première fois explicitement le schème théorique de ce que j'appelle la théorie des deux objets, T2O avec deux crochets. Il y a une articulation forte entre la théorie des deux objets et le chiasme du sujet et de l'objet. Bon, et évidemment, on peut se demander dans quel sens vont les choses. Est-ce qu'on va de la réflexion sur la présentation-représentation vers la réflexion sur l'objet ou l'inverse? Pour moi, très clairement, c'est la réflexion sur la présentation et la représentation qui conduit à une nouvelle manière de penser l'objet et l'objectivité, et pas l'inverse. Donc ça va du sens presentation, representation, object, dans ce sens-là. Alors, nous allons commencer par noter deux thèses, deux propositions, deux définitions. La première qui explique la nature de la distinction entre connaissance immédiate ou prochaine et connaissance médiate ou lointaine du point de vue de la chose connue, et la deuxième qui va reformuler cette distinction à l'aide du couple presentative versus representative, la connaissance immédiate relevant de l'intuition, de la vision face à face, et la médiate étant représentative du fait qu'elle recourt à une représentation que Hamilton appelle vicariante, c'est-à-dire vicarious en anglais, un représentant, donc un intermédiaire, un substitut. Alors voilà la première proposition. Donc rien n'a été traduit en français de tout cela, il faut donc regarder l'anglais. Une chose est connue de manière immédiate ou prochaine, prochain s'opposant à éloigné, quand nous connaissons cette chose en elle-même.
elle est connue de façon médiate ou éloignée quand nous la connaissons dans ou à travers, c'est-à-dire par l'intermédiaire, par le truchement, de quelque chose qui est numériquement différent ou différente d'elle. Donc un intermédiaire numériquement différent de la chose connue à travers cet intermédiaire. Donc, connaissance prochaine ou immédiate, nous connaissons la chose en elle-même. Connaissance médiate ou éloignée, nous connaissons la chose à travers un intermédiaire numériquement différent d'elle. Bon. Immediate cognition, la connaissance immédiate, bon, autrement dit, la connaissance, knowledge, d'une chose en elle-même implique, comprend, intègre le fait de son existence. Une connaissance immédiate est bien la connaissance d'une chose en tant qu'elle existe. La connaissance médiate, autrement dit, la knowledge d'une chose dans ou à travers quelque chose qui n'est pas elle, eh bien, précisément, n'intègre, ne comprend, n'enferme, n'enveloppe que la possibilité de son existence. Donc, la connaissance immédiate intègre, comprend, et la connaissance d'une chose en tant qu'elle existe, elle tient compte du fait que la chose existe, alors que la connaissance représentative ne porte que sur quelque chose en tant que possible, la possibilité d'existence. C'est le cogitable, c'est le pensable, c'est le possible, en tant qu'il se distingue de l'actuel, de l'effectif, du réellement ou effectivement réel. Vous voyez ? Donc, la deuxième proposition, une connaissance immédiate, dans la mesure où la chose est elle-même, la chose connue, est elle-même, est présentée elle-même en personne, si je puis dire, à l'observation, peut être appelée présentative, alors que, en tant que la chose présentée est vue par l'esprit face à face, eh bien, de ce point de vue, plutôt que présentative, bien qu'il s'agisse de la même chose et du même mode de connaissance, mais on va l'appeler plutôt intuitive. Donc, dans une connaissance immédiate, le fait que ce soit la chose elle-même qui soit là en présence, qui soit présente elle-même, fait que la connaissance est dite présentative, mais en même temps, dans la mesure où la chose est vue de manière faciat faciem, face to face, elle est dite intuitive. Une connaissance médiate, en tant que la chose n'est prise, saisie, tenue ou mirrored, donnée en miroir spéculairement, de façon spéculative à l'esprit, dans une représentation vicariante, eh bien, on l'appelle en fait representative, c'est une connaissance représentative. Il y a ici une petite croix parce que, en fait, les notes de Hamilton sur Reid comprennent, le type était quand même un peu spécial, comprennent un certain nombre de notes sur ses propres notes. Donc, il ajoute, parce qu'il n'est pas absolument certain qu'on ait bien compris ce que voulait dire representative, il ajoute en bas de page des notes sur ses notes. Alors, bon... Je peux juste vous donner le contenu de cette note appelée par une petite croix. Le terme représentation, dit-il, comme je l'emploie, n'est pas la représentation très vague qu'on trouve en allemand depuis Leibniz. Alors, c'est avant Brentano et Husserl, hein, évidemment. Bon, donc, voilà ce qu'il dit. Le terme représentation, representation, que j'emploie toujours de manière très stricte, par opposition, par distinction avec presentation,
et par conséquent, avec une référence en renvoyant exclusivement à des objets individuels et pas dans un sens de vague généralité que peut avoir représentatio ou Vorstellung chez les Leibniziens, ou chez Leibniz et les philosophes de en fait, ce qu'on appelle la Schulmétaphysique, la philosophie scolaire leibniziano-scolastique de Christian Wolff, en fait, etc., tout ce courant de l'école leibnizienne, où représentation et Vorstellung sont utilisés pour n'importe quel acte cognitif, considéré non en relation à ce qui connaît, mais à ce qui est connu. Bon, ce terme de Vorstellung qui couvre tout, qui est un fourre-tout, un genre où on trouve les intuitions, les perceptions, les sensations, les conceptions, les notions, ça, non, dit-il, ce n'est pas ainsi que j'emploie le terme de representation, c'est un terme que j'applique toujours à des objets individuels. C'est donc simplement le mode de donation, si je puis dire, de l'objet individuel qui varie entre connaissance représentative et connaissance présentative. La représentation, donc, pour Hamilton, n'est pas la Vorstellung de la philosophie post-leibnizienne, autrement dit, un acte de connaissance englobant qui serait considéré en relation à, au fond, toutes les espèces de type de relation qu'on peut avoir avec un objet. Vous voyez, intuition, perception, sensation, conception, notion, thoughts, etc. Alors, voilà, on a ici un cadre, maintenant, qu'on va affiner, mais ce sur quoi je veux insister, c'est sur le fait que la philosophie écossaise, représentée par Reid, mais aussi par son critique Hamilton, et par d'autres, a joué un rôle majeur dans la constitution des complexes de questions et de réponses les plus caractéristiques, les plus fructueux, me semble-t-il, de la philosophie moderne. Donc, de ce point de vue, le travail à la fois philosophique, historique, archéologique de Hamilton, qui fouille une archive médiévale et ancienne, antique, grecque, mais aussi les données de la philosophie récente, pour lui, la philosophie de son temps, la philosophie allemande, la philosophie kantienne, la philosophie post-kantienne, la philosophie française, et qui fouille tout ça dans leur langue. Il lit le grec, il lit le latin, il lit l'allemand, il lit le français, pour la dernière fois probablement. C'est après ces rideaux, quoi, le rideau tombe sur la scène européenne, n'est-ce pas, et commence ce que j'appelle la dérive des continents philosophiques, n'est-ce pas ? Les continents s'éloignent, s'écartent, on perd les langues, et une pseudo-langue commune se met à la place. Eh bien, ce travail de Hamilton, il est capital, mais il est absolument méconnu. Et donc, pour en donner une petite idée au terme de ce semestre, si on peut dire, je voudrais évoquer 3 points de rencontre entre Hamilton et Brentano. Donc, on est très précisément sous les yeux, ayant consacré un certain temps à Brentano, les sources hamiltoniennes. Alors, trois points de rencontre. Le premier, ce qui fait que je parlerai d'une épistémée hamiltonienne. Il y a vraiment un réseau de notions, de distinctions, de thèmes, de thèses, de théorèmes hamiltoniens qui constituent l'horizon d'une certaine philosophie autrichienne et en tout cas de Brentano. Le premier point de rencontre, c'est la formulation donc, de la théorie Dual Object Theory dans la terminologie de Mark Textor et T2O dans la mienne, dans le cadre donc, du rejet de la théorie standard acceptée par Reid et que Brentano rejette la théorie standard représentée par Reid, qui fait de la conscience une faculté séparée. La conscience serait une faculté séparée des autres facultés de connaissance, de perception. Alors, ce recours donc à la
la théorie des deux objets, ce rejet de la séparation de la conscience ouvre sur une position originale qui implique une redéfinition des termes et des concepts de sujet et d'objet, ce que fait Hamilton, en même temps qu'une révision du rapport entre sujet et objet, ce que fait Hamilton. Le rejet de la séparation, on pourrait dire aussi de l'hypostasiation, traité comme une hypostase séparée, comme une réalité séparée, une chose séparée, la conscience. On se rejette cette théorie de la séparation de la conscience comme faculté séparée. Ce rejet, c'est la thèse centrale de Hamilton. Dans sa critique, parce que Hamilton a été très critiqué, et notamment par John Stuart Mill, John Stuart Mill, donc 1806-1873, dans une de ses dernières œuvres, qui est une critique de la philosophie de Hamilton, Stuart Mill explique clairement que Hamilton nie que nous ayons une faculté par laquelle, grâce à laquelle nous serions à même de connaître ou de ressentir, et une autre par laquelle nous serions à même de savoir que nous savons ou de savoir que nous sentons. Pour Hamilton, il n'y a pas deux sortes de facultés, celle qui me permet de sentir et celle qui me permet de sentir que je sens, qu'on appellerait la conscience, et qui serait distincte de la capacité de voir, de la capacité d'entendre. Pour lui, ce ne sont pas cela, donc savoir, sentir et savoir qu'on sait, sentir qu'on sent, ce ne sont pas, selon lui, des faits différents, selon Hamilton, c'est le même fait vu de points de vue différents. Vous voyez ? Donc Hamilton rejette absolument toute séparation de la conscience par rapport aux autres activités mentales. Alors, quelques précisions. Hamilton s'attaque systématiquement à la thèse de Reid et celle de Dougal Stewart, un philosophe que nous avions évoqué l'an dernier dans le séminaire. Selon Reid et Stewart, on peut être conscient de savoir qu'on sait sans être conscient de savoir ce que l'on sait. On peut être conscient de savoir qu'on sait sans être conscient de savoir ce que l'on sait. C'est-à-dire, on peut être conscient de percevoir un livre sans être conscient du livre perçu. Eh bien, pour Hamilton, c'est faux. La nature même de la relation cognitive implique la fausseté de la thèse de Reid et de Stewart. Et la nature même de la relation cognitive, ça tient dans l'affirmation suivante: pas de conscience sans connaissance, pas de connaissance sans conscience. Ça, c'est la thèse fondamentale de Hamilton. Alors, que dit Hamilton ? Je peux ressentir quelque chose sans percevoir. Je peux percevoir sans imaginer. Je peux imaginer sans me souvenir. Je peux me souvenir sans juger. Je peux juger sans vouloir. Mais je ne puis ressentir sans être conscient que je ressens. Donc ressentir, il faut ajouter quelque chose. Je ne peux ressentir quelque chose sans être conscient que je ressens quelque chose. Me souvenir sans être conscient que je me souviens. Ni réciproquement. Je ne peux pas, et ça c'est encore plus intéressant, je ne peux pas être conscient sans être conscient que je me souviens, ou être conscient que je perçois, ou que j'imagine, ou que je raisonne. Bref, dit-il, sans être conscient que je m'active, et non pas que je m'agite, que je m'active d'une manière déterminée. Vous voyez, cette réciprocité, cette entre-implication de la connaissance et de la conscience à chaque fois. On ne peut pas être conscient sans être conscient de quoi ? De se souvenir, d'imaginer, de raisonner, etc. Il n'y a pas de conscience pure. Il n'y a pas une conscience qui serait conscience de rien. Bon, de même, évidemment, tout ce qui est sentiment, souvenir, etc., est accompagné de conscience. Donc,
vous avez chez Hamilton, d'une certaine façon, découverte une représentation assez claire de ce qu'on a appelé la KK thesis chez Intica. Vous avez cette notation avec le K de knowledge, knows, savoir, A qui désigne un individu et P qui désigne une proposition. Si A knows that P, if A knows that P, si A sait que P, alors A sait que P. Mais aussi, si A sait que P, alors A sait que P. Ce n'est pas la même chose de soutenir ces deux thèses, hein, et certains ne soutiennent que la première et pas la seconde. Hamilton écrit « Les propositions « nous savons » et « nous savons que nous savons » sont logiquement distinctes, puisque dans la seconde, il y a une itération de la première, enfin, c'est-à-dire de l'acte de connaître, mais elles sont réellement identiques. Il n'y a pas de distinction réelle entre savoir et savoir que je sais. Alors, Hamilton cite sur ce point, on voit que c'est décidément un lecteur omnivore, il va chercher, c'est ce qu'on lui a reproché parfois, de mobiliser une nuée d'autorités, de citations, de témoignages, etc. Et alors, vous dites, bon, qu'est-ce qu'il peut invoquer comme autorité pour, en gros, dire que les propositions « nous savons » et « nous savons que nous savons » sont logiquement distinctes et réellement identiques, ou bien pour illustrer ce que je viens de dire en plusieurs lignes, que je ne puis ressentir sans être conscient que je ressens, ni être conscient sans être conscient que je ressens, que je me souviens, etc. Cette circularité d'implication entre conscience et toutes les formes d'activité psychique que nous pouvons recenser. Eh bien, il va chercher comme garant Tertullien. Tertullien, mort en 220, après Jésus-Christ, père de l'Église, théologien de Carthage, n'est-ce pas, qui est l'auteur de beaucoup de choses, et notamment d'un traité sur l'âme, dans lequel on lit ceci: « Pourquoi tant de fatigue ? Pour torturer, pour crucifier la vérité ?» demande Tertullien. « Qui me montrera un sens n'intelligeant pas ce qu'il sent ?» Voilà la citation. En fait, si on regarde le texte latin, on voit que Hamilton ne cite qu'une partie de la phrase, et c'est plus intéressant que ça n'en a l'air. Qui me montrera un sens qui n'intellige pas qu'il sent. Sensum non intelligentem quod sentit. Donc un sens, quelque chose qui est doué de sensation, qui n'intelligerait pas au moment où il ressent ou sent qu'il sent. Montrez-moi un. Et il ajoute, mais montrez-moi aussi un intellect qui ne sentirait pas qu'il intellige. Et donc là, on ouvre la porte à une toute autre théorie, qu'une théorie qui consisterait à dire que la sensation comporte en elle-même une sorte d'intellection du fait qu'elle est sensation. Ici, on ajoute que l'intellection se sent d'une certaine façon intelligée. Il y a un croisement, encore une fois, là, des termes de base, intelliger et sentir, et c'est autrement plus compliqué que nihil est in intellectu quod prius non fuerit in sensu, rien n'est dans la pensée qui n'ait été auparavant dans la sensation. On a ici un intellect qui se sent penser et une sensation qui pense qu'elle sent, n'est-ce pas? Donc, d'une certaine façon, les sens pensent, il y a une pensée des sens, et il y a une sensation de la pensée, de soi à chaque fois, comme activité. Étrange. Bon, en tout cas, quel que soit le bien fondé de cette remarque, c'est ce genre d'auteur très improbable qu'on n'imagine pas du tout
mobilisés pour présenter une théorie du representative knowledge que va chercher, par exemple, Hamilton. Il fouille toute la tradition pour avoir tous les témoignages dès qu'il avance une thèse. Donc c'est terrifiant, c'est épuisant, et puis il faut vérifier après. Donc il y a un moment où on se retrouve dans la position d'Alembert donnant un cours de maths à des gens qui ne comprenaient rien et disant « Écoutez, je vous donne ma parole de gentilhomme qu'il en est ainsi. » Donc on espère que Hamilton n'est pas un faussaire, parce qu'à un moment, on n'a plus la force de vérifier. Bon, en tout cas, deuxième point de rencontre entre Brentano et Hamilton. Alors, un portrait de Brentano un peu moins angoissant que tout à l'heure. Là, il a l'air d'un grand-père sympathique, alors que tout à l'heure, il est un peu... Donc, Brentano et Hamilton et la source de leurs différends. Bon, c'est le thème dont nous sommes partis au début du semestre, c'est la classification tripartite des fonctions psychiques et le statut, dans cette tripartition des fonctions psychiques, le statut des sentiments. Et ce point de rencontre, ce différend entre Brentano et Hamilton, débouche sur une distinction entre sujet et objet, où, à mon avis, s'accomplit la figure suprême de ce que j'ai appelé le chiasme du sujet et de l'objet. Alors, Hamilton a une division originale des phénomènes psychiques. Il distingue cognition, feeling et conation, comme dans le latin conatus, la tendance, l'effort, la poussée. Donc connaissance, sentiment et pulsion, tendance, effort. Conation. Hamilton reproche aux philosophes et aux psychologues, alors bon, on peut traduire conation par désir, au fond, si vous voulez, ce sera peut-être plus simple. Donc connaissance, sentiment, désir, mettons. Bon, en tout cas, Hamilton reproche aux psychologues de son temps de confondre feeling et conation. Il dit c'est une chose d'éprouver un sentiment de soif ou de faim, d'en souffrir, et une autre de désirer apaiser sa faim ou étancher sa soif. Et c'en est encore une autre de savourer leur extinction, faim et soif, en brandissant une fourchette ou en levant son verre. Donc le plaisir et la peine, dit-il, ce qu'on éprouve quand on a faim, quand on a soif, cela renvoie au présent. Alors que la conation, la tendance, la pulsion, le désir, renvoie au futur, à l'effort que l'on fait pour préserver un état de bien-être ou pour remplacer un état de mal-être ou de malaise par un état de bien-être. Donc il faut distinguer absolument feeling et conation, sentiment et désir. Donc le désir n'est pas un sentiment de plaisir ou de peine. C'est une puissance d'agir qui est, ou la conation, le désir actif, disons, c'est une puissance d'agir qui est activée par l'un ou l'autre, par le plaisir qu'on va chercher, la peine qu'on veut fuir. Bon, les deux classes sont distinctes en théorie, mais, dit-il, on ne peut pas les considérer comme réellement divisées. En tout cas, dans la réalité, tout s'enchevêtre, si vous voulez, on l'a vu la semaine dernière, enfin il y a 15 jours. Les trois classes, en tout cas, cognition, feeling, conation, conditionnent tous nos états mentaux. Les cognitions déterminent principalement, évidemment, la sphère théorique de l'existence humaine, tandis que
les deux autres, sentiments et conations, concourent, se rencontrent, s'unissent pour réguler la sphère pratique. Tout dans notre vie pratique est, au fond, sentiment et désir, quoi. À chacun sa sphère. Donc, comme il n'y a que deux sphères, la sphère théorique et la sphère pratique, on comprend que les trois facultés distinguées finissent par, en quelque sorte, finissent en bipartition, quoi. D'un côté la cognition, de l'autre le sentiment et le désir. Donc on passe d'une tripartition à une sorte de bipartition. On s'attendrait peut-être que Brentano critiqua précisément Hamilton sur ce point, sur cette réduction de la division tripartite, mais ce n'est pas du tout ce qui arrive. Ce que Brentano reproche à Hamilton, cela trait exclusivement à sa théorie du sentiment, et ça tient dans une phrase très précise qui est de confiner les sentiments dans la sphère subjectivo-subjective, dans le subjectivement subjectif. Il faut retenir cette expression étrange. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, pour Brentano, et on va le voir, Hamilton classe les sentiments dans la sphère qu'il appelle subjectivo-subjective. Ce que lui reproche Brentano, c'est de refuser d'étendre l'inexistence intentionnelle, autrement dit la caractérisation du psychique par le fait, vous vous rappelez, de contenir intentionnellement en soi son objet. On a utilisé des expressions de ce genre tout à l'heure à propos de Husserl. Contenir intentionnellement en soi un objet, ça c'est Brentano. Hamilton refuse d'étendre cette caractérisation du psychique par le fait de contenir intentionnellement en soi un objet, il refuse de l'étendre au sentiment. Il ne l'applique pas au sentiment. Brentano refuse d'attribuer ce caractère, dit-il, à toute une classe importante de phénomènes psychiques, à tous les phénomènes donc, qu'il désigne sous le nom de sentiments, au plaisir et à la douleur, dans toute la variété de leur mode et de leur degré. J'étais allé un peu trop vite, voilà la critique de Brentano. Donc le désaccord est précis et il est limité. Pour le reste, en dehors de la théorie du sentiment, les deux philosophes s'accordent. Ils soutiennent tous les deux qu'il n'y a pas de pensée et qu'il n'y a pas de désir sans objet. Toute pensée est pensée d'un objet, tout désir est désir d'un objet. On ne peut pas dire qu'on éprouve un désir sans objet. Ça se dit dans la littérature, mais pour Brentano, ça n'a pas lieu d'être. En ce qui concerne les phénomènes de la pensée et du désir, dit Brentano, il est d'accord, Hamilton, avec nous. Il admet comme évident qu'il n'y a pas de pensée sans objet pensé, ni de désir sans objet désiré. Le problème, donc, c'est là, c'est le sentiment. Donc, Brentano reproche à Hamilton de classer les sentiments dans la sphère subjectivo-subjective. Hamilton, si vous voulez, était à deux pas, à un pas même, de découvrir la relation intentionnelle, qui se définit donc très précisément par le fait de contenir intentionnellement ce qui est visé à titre d'objet, objectivement, contenir la chose à titre d'objet visé, objectivement. Eh bien, Hamilton était à un pas de découvrir cette relation intentionnelle, mais il ne le franchit pas, il reste prisonnier de sa théorie de l'objet. Il reste prisonnier de la distinction sujet-objet telle qu'il la reçoit de la tradition. Et je vous ai dit qu'il fouille partout, qu'il lit, qu'il feuillette les volumes grecs, latins, allemands, anglais, français. Bon, ce qu'il reçoit de la tradition, c'est une certaine théorie de l'objet, de la distinction sujet-objet et de la relation entre sujet et objet, qu'il remanie, certes,
qu'il reformule, qu'il retouche, mais sans arriver à la dépasser, dépasser la relation sujet-objet, ou à la refonder sur une base nouvelle. Donc, dit Brentano, sa terminologie même le trahit. Elle est censée pousser le plus loin possible, si vous voulez, le schème hérité de la scolastique médiévale, puis tardive, prémoderne, moderne, mais en fait, elle n'aboutit, elle va loin, mais le point d'arrivée, c'est une contradiction. Hamilton arrive à une contradiction. Il part bien, avance bien, finit mal. Il aboutit à une contradiction. Alors, où est-elle, cette contradiction? Il soutient que dans les phénomènes affectifs, autrement dit, les phénomènes de plaisir et de douleur, dans la terminologie de Brentano, la conscience ne situe pas l'impression physique ou l'état physique hors d'elle-même, elle ne les considère pas en eux-mêmes, apart, mais elle se fond en eux, la conscience se fond dans l'impression physique ou l'état physique, elle ne fait qu'un avec eux. Si vous regardez la traduction française de la psychologie d'un point de vue empirique à la page considérée, vous trouverez ce fonde, qui est particulièrement malheureux. Il ne faut pas lire se fonde, mais se fond. Entre fondre et fonder, bon, évidemment, il y a une coquille possible. Donc, l'expression subjectivement subjectif vient de cette fusion là. Donc, comme on ne comprend pas exactement, et ça arrive souvent avec Brentano, ce qu'il veut dire exactement, il vaut mieux regarder le texte original de Hamilton, celui où il met en place, dans ce très curieux langage, n'est-ce pas, la distinction des trois sphères. Donc, les relations de connaissance, knowledge, sont celles qui prennent leur origine dans l'interdépendance ou la dépendance réciproque du sujet et de l'objet de pensée, du moi et du non-moi, self and not self, ego and non-ego, donc il y a deux termes, le soi et le non-soi, le moi et le non-moi, ou le je et le non-je, subjective and objective. Whatever comes into consciousness, tout ce qui entre dans la conscience, qui vient à la conscience, is thought by us, est pensé par nous, soit comme appartenant au moi mental, mental self, exclusivement. C'est pourquoi on va dire qu'il est subjectivo-subjectif. Il appartient au sujet et au sujet seulement. Donc il est subjectif, puisqu'il appartient au sujet, mais comme il n'appartient qu'au sujet et à lui seul, il est subjectivement subjectif, il est subjectivo-subjectif. Ou bien ce qui entre dans notre conscience est pensé par nous comme appartenant au non-moi exclusivement. Donc il appartient à l'objet, mais comme il n'appartient qu'exclusivement à l'objet, il est objectivement objectif, il est objectivo-objectif. Ou bien il appartient partly to both, il appartient partiellement aux deux, ce qui fait qu'il est subjectivement objectif. Bien. Mais, dit Hamilton, c'est quand même bien difficile de trouver exactement les mots qui exprimeraient précisément toutes les corrélations complexes qui existent dans le domaine de la connaissance. Vous notez le terme corrélation qui est important. Brentano rejette cette taxinomie. Non pas parce qu'elle jargonnerait, c'est pas ça qui lui fait peur, subjectivement subjectif, subjectivo-subjectif, objectivement objectif, subjectivo-objectif, bon, why not? Il rejette cette taxinomie pour une raison précise, parce que pour lui, il n'y a pas de sphère subjectivo-subjective. Ça n'existe pas. Pour Brentano, la formule même n'a pas de sens. Subjectivement subjectif. Il n'y a rien de subjectivement subjectif. Pour la bonne et simple raison qu'il ne peut pas y avoir de sujet sans objet. C'est simple. Il n'y a pas de sujet sans relation à un objet. Donc vous ne pouvez pas dire
un sujet en relation exclusivement avec lui-même. Ça ne veut rien dire. Un sujet subjectivement subjectif, c'est une expression qui est une contradiction in adjecto. Il n'y a rien de subjectivement subjectif pour la bonne et simple raison qu'il ne peut y avoir de sujet sans objet, de sujet sans relation à un objet. Ce que Hamilton appelle la fusion du sentiment, en fait, eh bien, elle porte, dit Brentano, la marque d'une dualité constitutive que rien ne saurait abolir. Dans le sentiment, dit-il, reste, demeure l'impression psychique, donc la trace de l'objectivité, dont impression, c'est-à-dire quelque chose s'imprime. Donc, dans le sentiment reste l'impression psychique, donc la trace de l'objectivité, en un mot, une dimension objectuelle. L'expression, alors ça c'est Brentano, l'expression subjectivement subjective est à dire vrai contradictoire en soi. S'il n'est plus question d'objet, là où il n'est pas question d'objet, il ne peut pas non plus être question de sujet. Pas de sujet sans objet. Quand il dit que le sentiment et l'impression psychique ne font plus qu'un, Hamilton, si nous y regardons de près, porte témoignage contre lui-même. Alors, le sentiment et l'impression psychique ne font qu'un. In eins verschmelzen des Gefühles mit dem psychischen Eindruck. Vraiment, c'est une fusion en un, mais une fondue en un, du sentiment avec l'impression psychique. Bon, Hamilton, si on y regarde de près, porte témoignage contre lui-même, puisque en allemand, jedes Verschmelzen, toute fusion, est une Vereinigung, une réunion, von mehreren, de plusieurs. Donc, la métaphore qui est destinée à nous donner une idée claire du caractère propre au sentiment, indique en fait eine gewisse Zweiheit in der Einheit, une incontestable, une certaine dualité dans l'unité. Vous voyez, qui dit fusion dit Vereinigung von mehreren. Donc c'est que le point de départ, c'est bien deux. C'est un peu capillotracté, mais quand même, c'est le point de vue que défend Brentano. Une dualité, eh bien, c'est ce que Hannah Arendt, au début de ce séminaire, appelait le 2 en 1. Vous vous souvenez peut-être de ça, 2 in 1, qui concernait aussi bien la pensée c'est 2 en 1, que le vouloir, willing. Et Hamilton a tort d'en excepter, d'en retirer, d'en faire exception pour le sentiment. Hamilton donc ne voit pas que tous les phénomènes psychiques, sans exception, y compris le sentiment, ont une représentation objectuelle à la base. Bon, maintenant, troisième et dernier point, le troisième point de rencontre entre Hamilton et Brentano. Alors celui-là concerne absolument tout le monde, à commencer par nous, philosophes ou psychologues d'aujourd'hui. C'est l'invention du mot représentationnalisme. En anglais, representationism, une catégorie philosophique, une catégorie métaphilosophique, historique, psychologique et même métapsychologique, qui fait partie désormais, le représentationnalisme, du lexique philosophique de base, du vocabulaire philosophique commun. Personne ne le dit, et peut-être parce que peu de gens le savent, et de toute façon, quand même, ils le sauraient, ils n'y attacheraient, je pense, pas la moindre importance. C'est Hamilton qui a inventé le mot representationism, représentationnalisme. Alors, qu'est-ce que le représentationnalisme ou représentationnisme? On appelle représentationnalisme toute théorie de la connaissance, toute théorie de la perception qui intercale un objet
dit représentatif, qui intercale donc un objet dit représentatif entre un objet qui est dit représenté. Alors ici, je garde le même schéma qui était celui des contenus chez Husserl, pour remplacer ça par des objets, qui intercale donc un objet dit représentatif entre un objet représenté et un sujet représentant. Voilà ce qu'on appelle une théorie représentationnaliste ou représentationnalisme. La théorie classique des idées, ideas, est une théorie représentationnaliste. La théorie brentanienne du médiateur, vous vous rappelez, il y a un médiateur, un objet intermédiaire, c'est la théorie des deux objets, entre l'esprit et l'objet visé extérieur. L'objet cible, l'objet médiateur et le sujet connaissant, si vous voulez. Bon, la théorie brentanienne du médiateur, toutes les variétés de la théorie des deux objets qui font intervenir un tiers objectuel, c'est-à-dire un quelque chose qui est compris entre ce qui connaît et ce qui est censé être connu, donc qui introduit ici quelque chose, un intermédiaire. Toute théorie qui introduit un intermédiaire objectuel, qu'on le baptise fictum, fiction, comme le fera le premier Occam, théorie qu'il abandonnera ensuite, ou de quelque autre nom qu'on baptise cet intermédiaire, toute théorie qui admet un intermédiaire entre le sujet connaissant et l'objet connu est une théorie dite représentationnaliste. Qu'est-ce qui s'oppose au représentationnalisme? Eh bien, ce que Hamilton appelle le réalisme direct ou naturel, le réalisme naturel, qu'on appelle aujourd'hui le réalisme direct. Une théorie réaliste directe, la théorie de la connaissance qui repose sur ce qu'on appelle un réalisme gnoséologique direct, est une théorie qui soutient que nous avons un rapport direct et immédiat avec les choses qui sont connues en elles-mêmes, sans intermédiaire, pas d'intermédiaire. Bon, alors, ces distinctions, donc, entre représentationnalisme et réalisme naturel, aujourd'hui réalisme direct, jouent un rôle considérable en histoire de la philosophie, ça va de soi, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elles jouent aussi un rôle considérable en histoire de la philosophie médiévale, et qu'elle concerne donc tous les médiévistes, de même qu'elle concerne tous les historiens de la philosophie et finalement tous les philosophes qui s'intéressent à la théorie de la connaissance, à la philosophie de l'esprit et à la psychologie. Évidemment, l'invention du représentationnalisme a partie liée avec ce que j'ai appelé la dictographie de la représentation. Partie liée, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle en est à la fois un révélateur et qu'elle en est aussi un principe actif. Si tout le monde aujourd'hui recourt à la notion de représentationnalisme pour qualifier une théorie de la connaissance qui admet un intermédiaire entre le sujet connaissant et l'objet connu, si tout le monde emploie cette notion comme catégorie philosophique et historique, si tout le monde l'emploie, il faut bien voir, disons, que c'est dans l'après-coup, c'est dans le prolongement, et pour ainsi dire à chaque fois, dans une certaine réactivation, un retour très étonnant des débats qui ont vu l'émergence de cette distinction. Parce qu'aujourd'hui, on discute de problèmes dont on peut se dire d'une certaine façon qu'ils sont le prolongement des débats qui ont vu Hamilton précisément forger la notion de représentationnalisme pour qualifier la théorie à l'époque secouée par Reid, c'est moins qu'on puisse dire, et dont on pouvait se demander s'il fallait ou non la défendre, et il la défend lui. Évidemment, donc un révélateur et un principe actif, je ne peux pas vous montrer tout ça dans le détail, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que la scénarisation conceptuelle de la critique de Reid par Hamilton comme débat entre un réalisme naturel et un représentationnalisme sur le fond d'une anamnèse extraordinaire, antique, médiévale, classique, qui fonde un récit d'une ampleur et d'une
profondeur difficile à égaler. Tout cela, évidemment, on l'oublie aujourd'hui quand on regarde les discussions actuelles, mais il faut se dire qu'elles nous font revivre d'une certaine manière des discussions de la fin du XIXe. Qui sont nés finalement de cet événement important qu'est dans l'histoire de la philosophie, à mon avis, et à la fois dans l'histoire de la philosophie et dans l'histoire de la philosophie, cette critique de Reid du réalisme naturel par Hamilton. Alors, Hamilton a présenté l'histoire de la philosophie de l'esprit comme oscillant donc entre deux modèles opposés. La thèse qu'il appelle présentationniste, selon laquelle, dans la perception, l'objet immédiat de la représentation est quelque chose de différent de l'esprit, autrement dit, la chose même, res ipsa. Nous connaissons les choses mêmes. Et le représentationnalisme, avec sa fine pointe, qui est ma théorie des deux objets, selon quoi il y a un objet intermédiaire entre l'esprit et le monde. Et cet objet intermédiaire entre l'esprit et le monde, c'est toujours une modification de l'esprit lui-même. Donc ça, c'est extrêmement intéressant, je trouve. Ça va nous permettre de définir précisément maintenant ce qu'est le représentationnalisme et ce qu'est une théorie représentationnaliste, selon Hamilton, mais encore aujourd'hui. Qu'est-ce que le représentationnalisme ? Une théorie représentationnaliste est une théorie dans laquelle l'objet réel étant exclu de la sphère consciente de la perception, le réel est en dehors de ce que je perçois, cet objet n'est pas appréhendé intuitivement ou en lui-même. Nous n'avons pas accès intuitivement aux choses mêmes. Pour le représentationnalisme, donc, l'objet dont nous avons conscience dans la perception est un objet vicarial, vicarious, un objet intermédiaire qui tient lieu de l'objet réel extérieur. Ce qui, dit Hamilton, laisse émerger ce qu'il appelle un schème de représentationnalisme sous sa forme la plus simple. Ça, c'est la forme la plus simple. Il est évident qu'il y a plusieurs formes de représentationnalisme. Alors, il y a plusieurs formes de représentationnalisme. Je n'ai pas le temps de développer ça, mais retenez qu'il y en a au moins deux grandes formes de représentationnalisme, donc de reconnaissance de l'existence d'un médiateur entre le connaissant et le connu. Et ces deux théories-là se distinguent par le fait que la première confie le rôle de médiateur à un objet. L'objet dit représentatif va être l'intermédiaire entre le sujet connaissant et l'objet représenté, l'esprit n'ayant de rapport direct qu'avec l'objet représentatif. Ça, c'est la première théorie, une théorie de l'objet. La deuxième théorie, qui est beaucoup plus intéressante, fait de l'intermédiaire, qu'on va considérer comme étant ce qui est entre le sujet connaissant et l'objet connu, l'acte lui-même. C'est l'acte lui-même, l'acte de connaissance, qui est considéré comme le médiateur. Donc, soit un objet, soit un acte. Donc, on va parler dans un cas de théorie de l'objet, dans l'autre cas de théorie de l'acte. Occam est passé, par exemple, le célèbre philosophe Occam est passé de l'une à l'autre théorie au cours de son évolution philosophique. Alors, l'école écossaise a beaucoup fait pour la diffusion du schème historico-conceptuel qu'a articulé pour la première fois Hamilton sous le nom de representationism. On peut caractériser ce schème historico-conceptuel forgé, travaillé, mis au point, affiné dans la philosophie écossaise. On peut le caractériser en deux points. Il y en aurait d'autres, mais ces deux points suffisent à donner quelque chose d'assez précis. Deux points que je vais emprunter au dernier philosophe. Alors, lui, il n'a pas eu beaucoup de chance, il n'y a qu'un tableau plus ou moins
flou. Et quand c'est flou, il n'y a pas de loup, non. Il y a un Écossais, James Frederick Ferrier, 1808-1864, qui est un philosophe extrêmement intéressant, qui a inventé plusieurs disciplines philosophiques. On lui doit épistémologie, quand même, après tout, c'est pas rien, mais aussi agnoiology, qui est la théorie du faux, qui vient compléter la létéologie, la théorie du vrai. Ben, il a forgé beaucoup de termes, mais il utilise massivement representationism et il définit très précisément le représentationnalisme. Alors, je vous donne la traduction française majoritaire de representationnism. Il y a des gens qui traduisent représentationnisme en français, des gens qui disent représentationnalisme. Bon, de toute façon, c'est pas très beau, hein, mais c'est comme ça. Donc, est-ce que ça a deux N ou pas? Voilà, c'est le type de grand problème philosophique qui agite les consciences la veille de la confection d'un PowerPoint qui va vous torturer, d'abord crucifier, ensuite, n'est-ce pas, pour reprendre les expressions de Tertullien, dans la mémoire collective du fait que ces séances sont vidéographiées, je ne sais pas comment on dit. En tout cas, représentationnalisme, deux définitions, doctrine soutenant que les objets externes sont connus seulement dans ou par le truchement d'un intermédiaire subjectif appelé indifféremment idée, image ou forme, species, espèce. Doctrine soutenant que nous connaissons les choses seulement dans ou avec nos propres perceptions des dites choses. Alors vous voyez, par, ça irait, à la rigueur, peut-être, mais dans et seulement dans, ça pose un vrai problème. Quel est ce problème? Bon, évidemment, Ferrier défend le représentationnalisme qu'il considère comme une vérité incontestable, n'en déplaise à Reid, partisan donc du réalisme naturel qu'on dirait aujourd'hui direct, n'en déplaise à Reid et à tous les efforts qu'il déploie pour renverser le représentationnalisme. Alors, je laisse de côté les formulations plus fines que donne Ferrier, toujours en s'appuyant sur Hamilton, et je m'en tiens à une qui est une modulation, la théorie donc de la connaissance représentative ou théorie représentationnaliste de Ferrier, qui correspond à mon T2O, la théorie des deux objets de Brentano. Les représentations sont les objets immédiats ou prochains de l'esprit, les choses réelles, ces objets médias ou éloignés. Vous reprenez toujours ce petit schéma, donc l'esprit, ici les choses réelles qui sont les objets éloignés, et qui ne sont donc pas immédiats puisqu'ils sont éloignés, et nous avons au milieu les objets immédiats, ce qui est immédiatement en relation, en rapport, en contact avec le sujet connaissant ou l'esprit. Et donc, ici, il faut se dire que s'insinue ou s'introduit une distinction vraiment fondamentale du point de vue de l'existence. L'existence, donc je vais quand même pousser jusqu'à la transformation du C en O. Alors pour ceux qui ne voient pas que j'écris au tableau ceci, ils vont se demander si on fait une expérience de chimie amusante dans les cours, mais enfin non. Donc, objet 1, objet 2, l'objet immédiat, l'objet éloigné. Bon. L'existence donc d'une relation entre l'esprit et l'objet 1 et l'esprit et l'objet 2 est évidemment un problème. Comment est-il traité ici? Deux lignes, enfin trois, qui suffisent à montrer la distinction. Enfin, quel est le problème en théorie de la connaissance? L'existence des objets dits immédiats ou prochains, cette existence, nous la connaissons, elle est objet de connaissance.
puisque évidemment l'objet est immédiat, on a un contact immédiat avec, l'existence des objets immédiats est affaire de connaissance. L'existence des objets éloignés qui sont seulement connus à travers les premiers et dans les premiers, elle est affaire, donc là, cette existence, elle est affaire de croyance. En bas, nous avons la connaissance. Donc ces deux, vous voyez, ces deux modalités épistémiques différentes, relation de l'esprit à l'objet immédiat, c'est une relation de connaissance. L'esprit connaît les objets immédiats, c'est-à-dire ses représentations représentatives, pas qui représentent l'objet extérieur. En revanche, quant à savoir si la chose connue à travers l'intermédiaire existe ou pas, c'est affaire de croyance. Connaissance, croyance. Alors, bon, il faudrait pouvoir suivre en détail toute la riche histoire des analyses que Reid, Hamilton, Ferrier donnent de ce genre de relations pour prendre la mesure de l'extraordinaire richesse, je dirais, de la continuation de la philosophie médiévale dans celle de la première modernité britannique. Et prise ensemble, philosophie médiévale et philosophie écossaise et britannique, d'une manière plus générale, surtout écossaise quand même, constitue donc le socle, ce qu'on appelle le socle épistémique de la philosophie brentanienne et de ses prolongements, du coup, phénoménologiques et analytiques. Dans l'immédiat, évidemment, il nous reste 10 minutes, même pas, on ne peut pas montrer tout cela, mais il faut noter ceci, c'est que la critique que Hamilton a adressée à Reid est double et qu'elle s'est déplacée de la réduction de la conscience comme faculté particulière. Donc Hamilton a commencé par attaquer la thèse selon laquelle la conscience serait une faculté particulière. Il l'a réduit, supprimé, défait, si je puis dire, cette erreur. Et donc il est passé ensuite, dans sa critique de Reid, au fait que Reid ait confondu connaissance représentative et connaissance présentative ou intuitive, ou plutôt il a critiqué Reid pour ne pas avoir reconnu la distinction entre les deux. C'est moins de les avoir confondus que de ne pas avoir su les distinguer. C'est un peu autre chose quand même. Et le diagnostic est sans appel. La réduction de la conscience à une faculté spéciale impliquait la confusion, c'est-à-dire la non-distinction de la connaissance en représentative et intuitive. Car si Reid eût vu que toutes nos facultés ne sont que la conscience et que la conscience en tant que connaissance immédiate ne connaît que le présent et l'actuel, il aurait aussi vu que le passé et le possible ou ne sont pas connaissables du tout, ou bien ne peuvent être connus que dans le présent et l'actuel, c'est-à-dire médiatement. Mais une connaissance médiate est nécessairement une connaissance représentative. Connaissance médiate, c'est la connaissance qui va se porter sur O2 par le biais de O1. Elle est nécessairement représentative, elle est médiée, une connaissance médiate. Une connaissance médiate est nécessairement une connaissance représentative, car si le présent ou actuel en soi nous fait connaître au travers de soi le passé et le possible, ce ne peut être que par une substitution ou représentation. Et, dit-il, comme la connaissance du passé est donnée dans la mémoire et celle du possible dans l'imagination, ces deux facultés sont des facultés de connaissance représentatives. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la mémoire est la connaissance immédiate de quoi ? D'une pensée présente. La mémoire est la connaissance immédiate d'une pensée présente contenant l'absolue croyance que cette pensée représente un autre acte de connaissance qui a été. L'imagination
est la connaissance immédiate d'une pensée actuelle, qui, n'étant pas contradictoire en elle-même, se confond avec le possible, c'est possible logiquement, enveloppe la croyance hypothétique qu'elle peut être. Donc l'imagination, c'est, comme on dit, ça a trait à l'imaginable, mais n'est imaginable que ce qui peut être, ce qui est possible logiquement. Test, représentez-vous, imaginez un cercle carré. Vous n'arrivez pas. Vous imaginez un cercle que vous allez faire varier, bon, jusqu'à ce que peut-être vous ayez la vague représentation du fait que si on pouvait, on arriverait à un carré, mais justement on n'y arrive pas, et même chose, partant d'un carré, on se dit, faisant varier, on arrivera bien à un cercle. On n'arrive pas à l'imaginer. Hein. Alors il y a probablement maintenant toutes sortes de moyen de montrer que ce que je dis est complètement idiot, mais en tout cas, à l'époque de Hamilton, on se disait que n'était imaginable que, d'une certaine façon, le possible logiquement. Certes, vous pouvez assembler des entités, les combiner, mais vous n'aurez d'image que des choses qui sont possibles, et l'espèce d'artefact ou de combinaison de choses incompossibles, vous n'en avez pas vraiment une représentation. Même si vous dessinez une chimère, vous n'avez pas une image de la chimère, parce qu'il n'y a pas de chimère. Hein. Bon, ça n'est pas possible logiquement. Vous avez une combinaison de parties d'animal à quoi vous donnez un nom. Bon, alors, on ne va pas aller plus loin ici, mais n'oubliez pas que Hamilton défend la philosophie du common sense, hein, et qu'il cherche à formuler une philosophie qui soit en accord avec ce qu'il appelle le sentiment naturel, c'est-à-dire ce que tout le monde pense. Voilà, alors la mémoire, connaissance immédiate d'une pensée présente contenant l'absolue croyance que cette pensée représente quelque chose qui a eu lieu. L'imagination, même chose, au présent, mais relativement à quelque chose qui pourrait être, tout est donné, sinon au présent, du moins dans le présent. Tout est donné comme présent, dans le présent, tout est donné comme passé, quand c'est passé, mais dans le présent, tout est donné comme futur, en tant que futur, dans le présent. Il faut toujours un intermédiaire qui est cela. Vieux thème augustinien, vieux thème médiéval de la psychologie moderne, auquel, avec la reprise en sous-main de la distinction entre notitia intuitiva et notitia abstractiva, Hamilton donne une sorte de profondeur de champ assez vertigineuse. Alors la méconnaissance des sources du représentationnalisme, la méconnaissance des conditions de son émergence, la méconnaissance de l'origine et de la portée de la distinction entre connaissance présentative ou intuitive et connaissance représentative ou abstractive dans l'anglais philosophique du XIXe siècle. L'usage plus ou moins amnésique de termes qui sont pourtant déjà lourdement chargés de théorie. Cet usage amnésique qui est exigé par le job market nord-américain, l'extrême confusion qui règne dans l'emploi actuel des termes presentation, representation, self-presentation, self-representation, tout cela est battu en brèche dès que l'on aborde sérieusement l'étude de la nébuleuse brentanienne, la confrontation avec Brentano, avec les élèves de Brentano, avec les sources de Brentano, avec les adversaires de Brentano, avec les partenaires de discussion de Brentano, oblige, pour ainsi dire, à abandonner ce que, dans ma leçon inaugurale, j'appelais l'autoroute, la grande autoroute de l'histoire, dont l'autoroute heideggerienne de l'histoire de l'être. Il s'agit de frayer de nouveaux chemins. Alors, frayant quelques-uns de ces chemins, c'est le moment de conclure. Nous avons pu, tel un miroir promené au long d'une route, la définition du roman selon Stendhal, mais ici il s'agit d'un miroir brisé que nous avons promené en morceaux au long d'un réseau routier compliqué comportant énormément de chemins vicinaux. En tout cas, malgré tout, frayant quelques-uns de ces chemins, nous avons pu constater la très grande généralité du modèle tripartite du psychisme.
cette trinité, cette division en trois, qui commence avec Platon, dont nous n'avons pas parlé, qui se poursuit avec Augustin et Plotin, et les diverses classifications d'états, de facultés, d'activités, de pouvoirs que nous avons évoquées en partant de la tripartition de Hannah Arendt en thinking, willing, judging, et en suivant le fil conducteur de la critique brentanienne de Bain jusqu'à la redécouverte de l'intentionnalité. D'aucuns, je le sais, pour en avoir discuté avec elles ou eux, eussent souhaité nous voir aller jusqu'à Freud et aux topiques, elles-mêmes tripartites, utilisées dans la métapsychologie. Inconscient, préconscient, conscient dans la première, ça, moi, sur moi dans la deuxième. C'est vrai que Brentano est comme élève et auditeur. Bon. Freud, le temps m'a manqué, mais la vraie raison, plus que le temps, c'est que je me suis souvenu des remarques ironiques de Renouvier, philosophe un peu oublié aujourd'hui, sur les classifications du psychisme inspirées par ce qu'il appelait le respect superstitieux du nombre 3. Et où dit-il, c'est dans son traité de psychologie, hors de ce nombre sacré, 3, on ne trouve rien de commun avec les classifications qu'il inspire. Bon, alors je me suis limité à ce qui était pour moi archéologiquement traçable. L'origine de la prégnance, de la récurrence obsédante en psychologie après Augustin et au-delà d'Augustin de ce que Hannah Arendt appelle le 3 en 1, pour caractériser le psychisme, bien, ça reste à étudier. Si limités soient nos résultats, l'attention portée à la psychologie empirique de Brentano nous a permis au moins d'éclairer quelques aspects importants et méconnus dans l'histoire de la psychologie du Moyen-Âge jusqu'au seuil de la modernité. Premier résultat, la reprise singulière du modèle périchorétique d'immanence mutuelle des activités psychiques et de la mince, esprit, dans la théorie brentanienne de l'enchevêtrement, vous rappelez ça peut-être, des activités psychiques, et sa source chez Hamilton qui parle d'interwoven, d'emmêlement, de tissage, entre précisément 3 formes, classes fondamentales d'activité. Deuxième résultat, la signification et la portée, je pense, de la théorie brentanienne des 2 objets dans ces 2 versions. La première version sur laquelle tout acte psychique se contient lui-même à titre d'objet secondaire, et la deuxième version selon quoi la conscience de percevoir un objet contient celle de l'objet perçu, la conscience de percevoir du rouge contient la conscience de rouge. Dispositif que nous avons pu connecter alors rapidement, trop rapidement, au problème aristotélicien du de anima, problème dit de la sensation consciente, et à la KK thesis de Intica, si A c'est que P, alors A c'est que P. Bon. Troisièmement, l'origine et le sens de la distinction entre présentation et représentation chez Brentano, dans la philosophie écossaise, dans la philosophie et la théologie médiévale, en l'espèce de la distinction entre connaissance intuitive et connaissance abstractive, ses conséquences pour la philosophie moderne et contemporaine, la formation de son lexique qu'on a évoqué aujourd'hui à grands traits, à cheval, au galop, bon, mais quand même un peu, la genèse de ces schèmes conceptuels, la désignation ou dénomination des positions théoriques qui s'y confrontent, représentationnalisme, réalisme naturel, réalisme direct, tout ça sont des choses qu'on a pu attraper, saisir à partir de la question de la tripartition des fonctions psychiques chez Brentano, inventeur, réinventeur, repristinateur de l'intentionnalité médiévale. Alors, je pense que, évidemment, il y aurait plus à dire, il y aurait eu plus à dire, beaucoup plus à dire sur chacun de ces points, beaucoup plus à raconter, à rapporter, à relater sur chacun des philosophes invoqués.
sur Hamilton, sur Ferrier, qui, bon, notamment, nous ferons ailleurs, sous diverses formes, dont la traduction commentée de certaines des notes sur Reed, que j'espère pouvoir mener à bien dans les mois qui viennent, avec David Simonetta, que je fixe du regard, et en tout cas une certitude, rebus se habentibus ut nunc, ce séminaire aura une suite, laquelle je ne sais, comment je ne sais, ou, eh bien je le sais, ça sera probablement ici. Merci de votre attention.